Manon venait de s'endormir sur ma poitrine lorsque mon téléphone vibra sur la table de chevet. Je me déplaçai légèrement, veillant à ne pas la réveiller. L'écran s'éclaira avec un message de maman. Je m'attendais à quelque chose de fade et de conventionnel. Peut-être un rappel sur le lait maternisé ou un lien vers un article européen sur la parentalité qu'elle pensait que je devrais lire, mais au lieu de cela, ce furent 6 mots qui fendirent mon monde en deux: nous déménageons à Barcelone. J'ai vidé le compte. Bonne chance. Je ne bougeais pas. Pas pendant 1 minute entière. Mon corps s'engourdit avant que mon cerveau ne comprenne. J'ouvris l'application bancaire avec des doigts tremblants et fixai le solde du compte familial partagé, 0 € et 0 centimes. C'était le nôtre. Le même compte auquel nous avions tous contribué, maman, papa et moi pour les urgences, les soins partagés, la convalescence de Léa. Ils avaient pris chaque centime. Pas de numéro de renvoi, pas même un post-scriptum. Ma respiration se coupa, courte et serrée. Manon s'agita, ses petits doigts se recroquevillant près de ma clavicule. Elle était chaude, confiante et complètement inconsciente que 2 personnes qu'elle ne se souviendrait jamais venaient de prendre une décision qui allait façonner toute sa vie. Je pressai mes lèvres sur son front et murmurai dans le silence de mon appartement parisien: merci pour le préavis. Il n'avait même pas attendu la fin du week-end. Je devais la garder pendant que Léa se reposait après sa prétendue dépression à Berlin. Personne n'avait dit combien de temps l'arrangement durerait ou qu'il s'accompagnait d'une disparition et d'un sabotage financier. Mais là encore, rien n'avait jamais été clairement étiqueté. Le fait est que je n'aurais pas dû être surprise. Être la personne fiable commence si discrètement qu'on ne remarque même pas la laisse qui se forme. C'est aller chercher Léa à la danse classique parce que maman a une échéance, même si j'avais une réunion au club. C'est plier les chemises de papa parce que Léa est distraite, puis regarder sa distraction se transformer en récompense. Je pensais que j'étais utile. Qu'être digne de confiance me rendait précieuse. Mais digne de confiance est devenu invisible. Léa était tout feu et tout drame. Des larmes sur les parkings, des poèmes laissés sur des serviettes. Une douzaine de majeurs à moitié terminés avant qu'elle ne se tourne vers l'anthropologie spirituelle. Les gens l'adoraient parce qu'elle était désordonnée, lumineuse et impossible à responsabiliser. Mes parents l'aimaient comme un cristal rare, même quand elle brisait tout sur son passage. Moi, j'étais l'étagère. Ils appelaient le fonds familial un filet partagé. Des contributions de l'activité secondaire de maman, de l'indemnité de conférence de papa, de mes petits boulots en freelance. Cela avait commencé après le 2e séjour à l'hôpital de Léa, juste au cas où quelqu'un d'autre aurait besoin de soutien. Je me souviens de cette expression exacte, quelqu'un d'autre. Pas Léa. Pas encore quelqu'un d'autre. Mais je n'étais jamais quelqu'un d'autre. J'étais le système de secours. La première fois que Léa avait vidé le compte, c'était pour une retraite dans les Vosges. Transformatrice, l'avait-elle appelée. La 2e fois, c'était pour un déménagement raté à Marseille pour écrire un mémoire qu'elle n'a jamais commencé. Il m'avait dit que je ne devais pas être si rigide avec l'argent, que Léa essayait de se construire. Pendant ce temps, je réparais les brèches dans ma voiture, mon assurance, et je n'avais pas changé de lunettes depuis 2 ans. Maintenant, nous y étions. Ils m'avaient laissé avec leur fille, vider le compte et déménager à Barcelone comme si c'était un congé sabbatique tardif. Le silence après ce message n'était pas seulement de la cruauté. C'était de la clarté. Ils n'avaient jamais eu l'intention de revenir. Ni pour aider, ni pour répondre, ni même pour vérifier. J'étais assise sur le canapé, la pièce sombre autour de moi, Manon roucoulant doucement dans son sommeil. Je me suis souvenu de la dernière fois que ma mère avait visité cet appartement. Elle avait froncé les sourcils devant ma tasse ébréchée et avait dit: « Tu n'as toujours pas de vaisselle assortie. » Elle n'avait pas commenté les carreaux faits à la main que j'avais installés dans la salle de bain ou les photos encadrées que j'avais restaurées pour la Société historique de Paris. Juste la vaisselle. Bien sûr, elle était partie sans dire au revoir. C'était qui elle avait toujours été. C'était qui ils étaient tous. J'étais la fille tranquille, la stable. Et les gens stables n'ont pas besoin d'avertissement. Mais Manon, elle, en aurait besoin. Elle aurait besoin de plus que ce qu'il n'avait jamais donné,
et j'étais la seule à devoir trouver comment le lui donner. Au 4e jour, mon corps avait appris à fonctionner par fragments de 2 heures. Les cycles de sommeil de Manon étaient un problème mathématique imprévisible, 3 siestes de 40 minutes ou un long cri de 2 heures du matin à 4 heures. Ses poumons étaient impressionnants. Mes nerfs étaient à vif. Je travaillais par éclair, éditant des notes de bas de page pour un journal d'histoire régionale pendant qu'elle faisait la sieste sur une serviette pliée à côté de mon ordinateur portable. Le client m'avait envoyé 2 fois un email concernant la date limite. J'avais menti, disant que le retard était dû à une urgence familiale, ce qui me semblait absurdement doux. Chaque biberon était une négociation, chaque couche une course. Je la berçais jusqu'à ce que mes bras me fassent mal, puis je la balançais avec des podcasts dans mes écouteurs juste pour rester éveillée. Il y avait des moments, courts, où elle me souriait, ses gencives apparentes, et cela me semblait être de l'oxygène. Puis elle se mettait à crier à nouveau, et j'avais l'impression de disparaître dans le papier peint. Des amis envoyaient des messages de soutien, des SMS, un même ici ou là. Personne ne s'est présenté. J'ai appelé Léa 2 fois, laissé un message vocal. J'ai même tapé un 3e message lui demandant carrément quand elle revenait. Je ne l'ai pas envoyé. À quoi bon? Le jeudi matin, après une nuit passée à arpenter le sol avec Manon attachée à ma poitrine alors qu'elle me criait dans la clavicule, j'ai ouvert la porte pour prendre le courrier et j'ai trouvé un petit récipient Tupperware sur le perron, encore chaud, une note écrite en minuscules lettres cursives. Tu fais plus qu'il n'en faut. J'ai regardé de l'autre côté du couloir. Les rideaux de Madame Arle bougèrent à peine. Elle était à la retraite, vivait seule, lisait des romans policiers les fenêtres ouvertes. Nous n'avions parlé qu'une seule fois auparavant, à propos de la collecte des ordures. Plus tard dans l'après-midi, elle frappa une fois doucement et me tendit une courte pointe pliée. Je l'ai faite pour un lit de mauvaise taille, dit-elle, d'une voix neutre comme s'il s'agissait d'une transaction commerciale. Je la remerciai. Elle ne demanda pas à entrer. Elle ne resta pas. C'était la première fois que quelqu'un me voyait depuis des jours. Cette nuit-là, je me suis assise dans la lueur de la lumière de la cuisine, tenant Manon d'une main et mangeant un ragoût réchauffé de l'autre. Mes bras étaient fatigués, ma poitrine plus lourde. La faim pouvait l'expliquer, mais pour la première fois de la semaine, je ne me sentais pas entièrement seule. Le lendemain matin, je suis allée chercher des réponses. Je n'avais pas mis les pieds dans la maison de mes parents depuis le jour de leur départ. Elle sentait encore le vernis au citron et l'excès de confiance. Je me suis dit que j'étais juste là pour prendre le dernier pot de lait maternisé ou peut-être trouver un vieux berceau rangé dans le grenier. Mais je savais ce que je cherchais vraiment, des réponses ou des preuves. Manon somnolait dans le porte-bébé attaché à ma poitrine tandis que je me déplaçais dans la cuisine, ouvrant les tiroirs avec des doigts lents. Le réfrigérateur était vide, à l'exception d'un pot de confiture de figues importées et d'une demi-bouteille de Prosecco. Les placards étaient propres aussi. Stériles, de la manière dont seules les personnes qui ne comptent pas revenir les laissent. Dans le tiroir du bas, sous la pile de courriers indésirables et le tire-bouchon cassé, j'ai trouvé un vieux dossier vert étiqueté Espagne. À l'intérieur se trouvaient des itinéraires de voyage imprimés datant de 6 mois, des vols, un contrat de location d'appartement dans le quartier de l'Exemple, des cartes SIM internationales déjà activées. Ce n'était pas spontané. Ce n'était pas émotionnel. C'était orchestré. Derrière les itinéraires se trouvait un formulaire notarié. Mon nom, mon adresse, ma signature copiée d'un ancien bail. J'ai réalisé ce que je tenais, une procuration pour Manon Dubois, âgée de 6 mois, transférée à moi indéfiniment. Il m'avait désignée comme sa tutrice légale sans jamais me demander, sans conversation, sans même prétendre que j'avais le choix. Glissé au fond du dossier se trouvait un relevé bancaire imprimé, le compte familial daté de 2 semaines avant leur disparition. Un retrait de 21 600 €. Destination, Meridian Trust, division internationale privée. Pas même une banque française. Ils avaient transféré l'argent à l'étranger. Je me suis assise à leur table de cuisine, la même table où ils avaient autrefois organisé des dîners pour des universitaires et corrigé ma posture, et j'ai fixé les chiffres. J'aurais dû être furieuse. J'aurais dû vouloir tout casser, mais tout ce que je ressentais était un étrange calme. Ce n'était pas une erreur. C'était un échange.
Ils avaient choisi la liberté et ils m'avaient offert Manon comme excuse. Une poêle sur le comptoir portait encore l'étiquette de prix d'une boutique à Bordeaux, 240 €. Ils l'avaient laissée derrière eux aussi. Puis je l'ai trouvée. Une note manuscrite glissée sous les documents du bail, pliée une fois. L'écriture de Léa, en boucle, « Maman, papa, je ne peux pas faire ça. Elle est mieux avec Solène de toute façon. Je serai à Berlin pendant un certain temps. Ne m'attendez pas. » J'ai plié les documents et les ai rangés dans mon sac. Puis j'ai regardé la pièce une dernière fois comme si j'attendais d'entendre leur voix résonner sur les murs. Mais c'était silencieux, et le silence ne s'excusait pas. De retour à la maison, j'ai couché Manon, ouvert mon ordinateur portable et cherché comment déposer une demande de tutelle d'urgence en France. Je m'attendais à ce que le bureau d'aide juridique soit stérile et surchargé. D'une certaine manière, il l'était. La salle d'attente bourdonnait sous les lumières fluorescentes et la réceptionniste levait à peine les yeux de son clavier. Mais quand maître Lefebvre entra dans la pièce, sa cravate légèrement de travers, les manches retroussées, il me salua comme une personne, pas comme un dossier. Cela seul faillit me briser. Je lui montrai les documents que j'avais trouvés, la procuration, le relevé bancaire, les itinéraires imprimés, la note de Léa. Il les lut lentement, tapant une fois sur les pages avant de parler. « Ils ne vous ont pas prévenu ?» demanda-t-il. « Non, ils sont juste partis. » Il hocha la tête, la mâchoire serrée. « Alors ce n'est pas seulement un transfert de tutelle. C'est potentiellement un abandon financier, peut-être même une fraude, selon la classification des fonds. » Il expliqua que si la procuration était techniquement légale, la tromperie autour d'elle ne l'était pas. Si nous pouvions prouver qu'ils avaient l'intention de se décharger de leurs responsabilités sans consentement ou qu'ils avaient sciemment détourné des fonds partagés, nous avions des motifs de contester à la fois l'arrangement de garde et la trace de l'argent. Je demandai à quoi ressemblerait le processus. Il dit que ce serait lent, fastidieux, une tâche ardue. Je répondis que j'étais déjà resté éveillé toute la nuit pendant des semaines. Qu'est-ce qu'une ascension de plus ? Cet après-midi-là, je commençai à tout cataloguer. Reçus, capture d'écran, les anciens SMS de Léa me demandant de l'aider pour le week-end, et le message de ma mère concernant l'argent. J'ai compilé une feuille de calcul. J'ai imprimé des copies et les ai étiquetées. Cela semblait obsessionnel, mais aussi comme si je construisais quelque chose, une page à la fois. 2 jours plus tard, Léa appela enfin. J'ai failli ne pas répondre, mais je voulais que sa voix soit enregistrée. Solène, dit-elle, son ton sec. Tu as accepté ça ? Non, je n'ai pas accepté. Tu as dit que tu aiderais pour un week-end, pas indéfiniment. Il y eut un silence sur la ligne, puis un rire sec, condescendant. Tu dramatises toujours tout. Tu penses qu'ils t'ont abandonné ? Grandis un peu. Ils en ont marre de te porter. J'ai failli laisser tomber le téléphone. J'ai stabilisé ma voix. Il ne me portait pas. Il se cachait derrière moi. Tu es ridicule, claqua-t-elle. C'est fait. Tu ne vas pas nous faire peur avec des menaces légales. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence remplir l'espace. Elle a raccroché. J'ai étiqueté l'enregistrement et les sauvegardé 2 fois. Cette nuit-là, Manon eut une légère fièvre. Je la tins contre ma poitrine, son souffle chaud et irrégulier, et regardai le plafond pulser avec le réverbère extérieur. Je ne me sentais pas forte. Je ne me sentais pas vengée. Mais je n'avais plus peur d'eux. Le lendemain matin, j'ai appelé maître Lefebvre et je lui ai dit que j'avais quelque chose qu'il devait entendre. Le message arriva un dimanche matin, alors que je réchauffais un biberon. Nous rentrons. Nous voulons voir Manon. Pas d'excuses, pas d'explications, juste une déclaration. Comme s'il revenait réclamer une valise oubliée. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, ils se sont présentés à ma porte. Sandrine avec son foulard coûteux, Thierry avec des lunettes de soleil perchées sur sa tête comme une couronne. Ils avaient l'air bronzés et reposés, le genre de repos que seules les personnes sans responsabilité parviennent à avoir. J'ai ouvert la porte juste assez pour laisser leurs intentions frapper le seuil et s'arrêter là. « Tu as l'air fatigué, dit Sandrine en me frôlant. Tu travailles toujours à temps partiel ? » Thierry l'a suivi,
les bras croisés, les yeux déjà en train de scanner l'appartement. Nous étions surpris que tu ne nous contactes pas plus tôt. Nous pensions que tu aurais des questions, mais j'imagine que tout le monde n'est pas fait pour la parentalité. Je ne répondis pas. Je l'ai laissé parler. Sandrine s'approcha de Manon, qui était assise dans sa chaise haute, mâchant un morceau de banane. Elle fit claquer sa langue d'un air désapprobateur. Sa posture n'est pas bonne. Tu devrais vraiment la mettre plus régulièrement sur le ventre. Je me suis tournée pour leur faire face pleinement. J'ai déposé une demande de garde exclusive il y a 3 semaines. Ils se figèrent. Et j'ai fourni des preuves des virements bancaires, de la procuration falsifiée et de votre défaut de me notifier votre intention de quitter le pays. J'ai également des enregistrements d'appels avec Léa confirmant que je n'ai jamais accepté une garde à long terme. La mâchoire de Thierry se crispa. Solène, il n'y a pas besoin d'envenimer les choses. Sandrine fit un pas en avant. Ne rendons pas ça laid. C'est déjà laid, dis-je. J'ai juste arrêté de faire semblant que ça ne l'était pas. Aucun d'eux ne parla pendant un long moment. L'expression de Sandrine se durcit, ses yeux vifs avec le genre de froideur calculatrice que j'avais appris à observer en grandissant. Thierry soupira, jouant la déception comme un monologue répété. Je pense qu'il vaut mieux que nous partions, murmura-t-il. J'ai hoché la tête et ouvert la porte. Sandrine se retourna en sortant. Tu as toujours eu un penchant pour le mélodrame. Je ne pensais juste pas que tu y traînerais un bébé. Je ne répondis pas. Je ne sciais pas. Je fermai doucement la porte, tournai la serrure et expirai. Manon laissa tomber sa banane par terre et applaudit. Cet après-midi-là, Maître Lefebvre a appelé pour confirmer que notre date d'audience avait été avancée. La salle d'audience sentait la poussière et le vernis à bois, et tout semblait trop lumineux. Maître Lefebvre marchait avec une certitude tranquille, tenant notre dossier comme s'il s'agissait d'un texte sacré. J'étais assise à côté de lui, les mains jointes, observant les yeux du juge plus que mes parents. Sandrine et Thierry arrivèrent 10 minutes en retard. Léa ne se présenta jamais. Maître Lefebvre commença par la chronologie. Il présenta les documents notariés, les plans de voyage datés des mois à l'avance, les relevés de comptes montrant les fonds vidés et transférés à l'étranger. Puis il sortit les enregistrements. La voix de Léa, dédaigneuse et froide, confirmant que je n'avais jamais accepté la tutelle. Il tendit au juge une transcription imprimée. Sandrine s'éclaircit la gorge plusieurs fois. Thierry souriait parfois. Ils ne nièrent pas les preuves. Ils essayèrent de les recadrer. Ma fille est sujette à l'exagération, dit Sandrine d'une voix douce. Elle est sous beaucoup de stress. S'occuper d'un enfant, surtout un enfant qui n'est pas le sien, est forcément source d'émotion. La juge ne scia pas, j'ai examiné les documents, dit-elle d'une voix égale. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas seulement l'abandon, mais la nature stratégique du transfert. Mademoiselle Dubois a été trompée et laissée sans soutien, tant financier qu'émotionnel. Elle fit une pause, regarda directement mes parents. J'accorde la garde légale exclusive à mademoiselle Solène Dubois. Le compte offshore sera gelé en attendant un examen. Toute visite de Sandrine ou Thierry Dubois devra être supervisée et approuvée à l'avance. Sandrine ouvrit la bouche. La juge leva la main. Nous en avons terminé ici. Dehors, le vent s'était levé. Sandrine m'arrêta sur les marches du palais de justice. Tu as toujours été jalouse de Léa, dit-elle, d'une voix basse et acérée. Même enfant, tu attendais juste un moyen de nous punir de l'aimer davantage. Je la regardai, mais ne dis rien. Elle se retourna, ses talons claquant. Thierry la suivit sans un mot. Je me dirigeai vers le parking où Manon m'attendait avec Madame Arle, qui était venue sans qu'on le lui demande. Le bébé gloussa en me voyant, les bras tendus. Cette nuit-là, alors que je la berçais pour l'endormir, je réalisai que je ne ressentais pas de soulagement, juste un étrange calme creux, comme la fin d'un très long écho. Le lendemain matin, j'ouvris mes emails et vis un message de Maître Lefebvre marqué urgent. Le gel du compte avait été approuvé par la Direction générale des finances publiques. Ils enquêtaient sur le transfert offshore pour fraude fiscale. Le four de potier ronronne doucement maintenant, stable et chaud.
Je le laisse tourner à basse température la plupart des matins pendant que Manon joue sur le tapis de patchwork à quelques mètres de là. Le berceau que j'ai fabriqué avec de vieilles lattes de pain est près de l'étagère de bol fini. Elle y fait parfois la sieste, ses doigts enroulés autour d'une poupée en tissu que Madame Arle a cousue à la main. Mes mains sont de nouveau dans l'argile. La roue tourne à nouveau. J'ouvre l'atelier 2 jours par semaine. 3. Quand Manon est calme, les commandes sont lentes mais constantes. Le café du quartier a réapprovisionné son étagère de tasses avec mes pièces le mois dernier, et une étudiante en art de l'École nationale supérieure des beaux-arts veut un ensemble personnalisé pour son exposition de thèse. Je prends ce que je peux et je lâche le reste. Madame Arle passe tous les vendredis avec des cookies à l'avoine emballés dans du papier ciré. Elle ne reste jamais longtemps, juste un petit coucou et un doux serrement de mon bras avant de disparaître sur le trottoir. Sa présence est une forme de guérison à part entière, tranquille, fiable, l'opposé de ce que j'ai appris à attendre des adultes. Parfois, je me réveille encore en m'attendant à un nouveau message, à un nouveau rebondissement dans la saga. Mais cela fait des mois et le silence s'est installé en quelque chose avec quoi je peux vivre. Les suivis juridiques sont pour la plupart terminés. Le compte est toujours gelé. Pas de nouvelles de Léa. J'ai cessé d'attendre. La semaine dernière, Manon a fait ses premiers pas entre l'établi et la porte. Elle est tombée après le 3e, puis a ri comme si c'était un jeu. J'ai ri aussi, puis j'ai pleuré seule dans la cuisine après qu'elle se soit endormie. Non pas parce que j'étais triste, mais parce que j'étais celle qui l'avait vue. J'ai écrit une lettre à Léa hier, non par obligation, juste pour clore la boucle. Je n'ai pas dit grand-chose, Manon est en sécurité et j'écris. C'est tout ce qui compte. Je n'ai pas inclus d'adresse de retour. Ce matin, en ouvrant l'atelier et en plongeant mes doigts dans l'argile humide, j'ai regardé le petit berceau à côté de moi, le petit bol marqué de son empreinte de pouce, les légères traces de farine sur le sol de la tentative de pâtisserie d'hier. On m'a laissé derrière pour qu'il puisse s'échapper. Mais je suis restée et j'ai construit quelque chose.